Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à la une de l'actualité. Que deviennent les têtes pleines de la Côte d'Ivoire, les lauréats du prix des silences ados, vagues à leur occupation, et nous mettrons l'accent sur eux dans ce temps d'information. Et puis hors de chez nous, sachez que le président de la transition, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a effectué des changements à la tête des forces armées. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. L'entrepreneuriat est une solution pour lutter contre le chômage des jeunes, une manière de s'auto-employer à travers une activité génératrice de revenus et même employer d'autres personnes. Adouko et Zanga ont compris cette vision plus tôt et se sont donc lancés dans la collecte des déchets plastiques, ce qui leur a permis d'être lauréats du prix d'excellence Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2017 d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Depuis lors, que sont-ils devenus? Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Justin Kouassi et Clément Boko les a retrouvés à Azito, Yopougon. Ce n'est pas un dépotoir d'ordures, mais la façade d'une entreprise dont les déchets plastiques constituent la matière première. Ces déchets solides sont convoyés ici par ce tricycle. Le conducteur de cet engin est un employé. Il accomplit fièrement sa tâche quotidienne. Je roule moto pour acheter les bagages. Il y a les gens qui se promènent pour ramasser. Quand c'est beaucoup là, et puis on m'appelle, il me prend. Quand il m'a pris les kilos, il y avait 150. C'est dans ces constructions en tôle, voire précaires, qu'on retrouve deux inséparables, Adouko Stéphane et Kamara Zanga. Ils sont les lauréats du prix Alassane Ouattara du meilleur jeune entrepreneur émergent 2017. Ce prix leur a permis de faire un pas dans la réalisation de leurs projets. Nous avons constaté qu'à Abidjan, il y a beaucoup de déchets plastiques dans les rues. Nous voulons participer à sa transformation. Avec le prix que nous avons eu, ça ne pouvait pas faire grand-chose. Bon, ça a pu payer ce que ça pouvait payer. Donc, nous avons jugé bien de commencer. Peut-être avec le temps, nous pouvons nous autofinancer, devenir une grande entreprise. Nous avons pu réaliser une première partie de notre projet qui consiste à la collecte, le tri et le broyage des matières plastiques. Ces 14 employés travaillent en équipe et presque à la chaîne. Le tri des différents types de déchets plastiques est une étape capitale. Quand les bagages là viennent, nous les filles, on trie. On trie les différentes couleurs. On met les blancs à part, les rouges à part. Quand nous faisons ça, les garçons, eux, ils vident. Et puis ils envoient ça à la machine pour que la machine puisse broyer. On ne mélange pas. Parce que eux, quand ils arrivent à la zone, ils vont trier encore. Donc si nous on mélange ici, ça ne n'arrange pas là-bas. Donc nous, on fait les différentes couleurs. Mon travail, c'est de broyer, arranger la machine. Avec mes patrons, tout se passe bien. Ils sont très bien avec nous. Élodie, employée, dit recevoir un bon traitement et une attention particulière de la part de ses employeurs. Cependant, elle considère ce travail comme un tremplin. C'est un élève. De l'année prochaine, il a fréquenté. Cette année, il n'est pas fréquenté parce qu'il n'y a pas l'argent. Si je suis venu chercher l'argent, c'est parce qu'il n'est pas là pour travailler cette année. Donc, je suis venu chercher l'argent pour qu'il gagne un peu. Et ce qu'il a besoin, si il a trouvé, il a gagné. Pour les employeurs, maintenir la confiance est une priorité, malgré les nombreuses difficultés. Adouko et Zanga ne baissent pas les bras. Ils ambitionnent d'ouvrir une véritable usine de recyclage donnant des produits finis et d'offrir davantage d'emplois. Nos défis vraiment sont nombreux. Nous avons besoin d'espace pour pouvoir mettre en compte l'activité. Et on a besoin aussi des moyens de locomotion pour la livraison et l'approvisionnement de nos matières premières. Et aussi, on a besoin dans un deuxième temps, avoir des machines. Les machines pour faire les seaux, pour faire les bidons. Donc c'est à ce niveau-là que nous voulons arriver. Adouko et Zanga continuent de se battre pour se faire une place dans l'univers de l'entrepreneuriat. Ils plaident pour un appui financier afin de réaliser leurs plus grands rêves. Plein succès donc à Adouko et Zanga. De Yopougon à Azito, rendons-nous tout de suite dans la cité balnéaire de Grand Bassam pour être aussi témoins d'actions de bienfaisance de la part du gouvernement ivoirien de par son ministère de la Solidarité à la centenaire Aménan Nguessan, ex-danseuse d'Adjanou. Les précisions de Bintou Pekile et Gitonia. Je demande la mort, mais ça ne vient pas. J'aimerais que mon président
se souvient de moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussitôt répondu à l'appel de la centenaire de Grand Bassam. Amina, l'ex-danseuse d'Adjanou, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, son cabinet, le corps préfectoral et le maire de Grand Bassam ont tous rendu visite à Amina le lendemain de la diffusion d'un reportage de RTI 2 sur les réseaux sociaux de la RTI. Une visite suivie de bonnes nouvelles, dont la construction d'une nouvelle maison. La structure en charge de construire la maison de la Mémé nous a dit 1 mois et demi, mais nous avons dit 3 mois. Donc nous reviendrons ici dans 3 mois avec monsieur le maire et le corps préfectoral pour installer Mémé Nguessan dans sa maison. C'est vrai que c'est vu comme un acte de solidarité, mais c'est aussi la manière à nous, en tant que ministre de la Solidarité, d'exprimer toute notre reconnaissance à cette Mémé pour l'acte posé en 1949. Elle mérite toute l'attention du gouvernement, ce que nous sommes venus faire ce soir. L'État de Côte d'Ivoire ne l'a pas oublié. Le président de la République reste aux côtés des personnes les plus vulnérables et c'est le but de notre visite ce soir. Une maison écologique de type 3 pièces va remplacer la cabane dans laquelle Mémé Amina a vécu pendant 104 ans. Le coût de la maison, c'est 15 millions. Ce sont des maisons d'abord respectueuses de l'environnement, où il ne fait pas chaud à l'intérieur, donc on n'aura pas besoin de climatiseur pour Mémé. Et en plus, ce sont des maisons qui sont avec l'isophonie, donc les sons sont isolés. C'est une maison qui sera entièrement carrelée, entièrement plafonnée, avec des baies vitrées, avec des sanitaires à l'intérieur pour ne pas que maman ait à sortir de la maison le soir pour ses besoins. Cet élan de solidarité fait renaître l'espoir dans la lignée de Mémé Amina. Les rares diplômés de la famille rêvent des lendemains meilleurs. Nous sommes aussi allés à l'école. Malheureusement, on n'a encore rien sous la main. Des génies ou des adorations, bon, moi je n'y crois pas parce que avec ce que nous avons vu, je pense que chacun a son heure de gloire, véritablement. Ma grand-mère ne va pas mourir dans la souffrance qu'elle a vécue depuis sa jeunesse. Elle a fait ses enfants, ses petits-enfants. Nous sommes venus, on est toujours dedans, vraiment. Je suis très heureuse. Je ne sais pas comment manifester cette joie-là. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, le président de la République enverrait des émissaires dans cette cour pour voir notre maman. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis très heureux. Je ne peux pas décrire cette joie. Je prie Dieu pour le président de la République. Je prends le bon Dieu, je le remercie. Je me mets en genoux, je le remercie. Ma maman est toujours dans sa main. Et la maman ministre, RTI2, vraiment, je vous dis merci. Je ne sais pas quoi dire. Je vous donne longue vie. Amina Nguessan et sa mère ont imploré les génies de Sakassou par la danse de l'Adjanou pour la libération des prisonniers en 1949. Amina a dansé l'Adjanou pour remercier les esprits. Pendant des dizaines d'années, elle a soigné et protégé plusieurs personnes à Grand Bassam sans réalisation aucune. Aujourd'hui, Amina Nguessan retrouve enfin le sourire. En attendant d'habiter dans sa nouvelle maison, l'ex-danseuse de l'Adjanou va assurer ses soins médicaux, porter de nouveaux vêtements, déguster de bons plats, s'installer dans un nouveau fauteuil roulant et dormir sur un nouveau matelas. Et toujours à Grand Bassam, en religion, cette fois-ci, sachez que le conseil municipal a fait don d'un véhicule, d'un terrain, des vivres et non-vivres à la communauté musulmane de cette localité. Un acte de solidarité pour soutenir les musulmans du département de Bassam en ce mois du jeûne de Ramadan. En religion toujours, il est recommandé à tout fidèle musulman qui aspire au bonheur de multiplier les actions de solidarité en faveur des couches vulnérables. Et certains fidèles qui évoluent dans le volontariat à Bobo, quartier Bokabo, ont choisi de voler au secours des orphelins en leur garantissant une assistance durable. Cette marque plutôt de solidarité agissante est très particulière en ce mois de Ramadan. Comment parviennent-ils à amortir les charges alimentaires, éducatives et sociales des orphelins au quotidien? Joël Gosset répond à ces questions. Quartier Bokabo dans la commune d'Abobo. Une fois dans l'enceinte de cet orphelinat musulman qui abrite plus de 120 pensionnaires, l'imam Mamadou Traoré, responsable de l'encadrement, rejoint ses collaborateurs avant de s'assurer si le jeûne se passe bien pour les adolescents. On prend un peu connaissance de ce qui s'est déjà passé. Notre quotidien actuellement, chaque fois, les enfants se réveillent. 98% d'enfants jeûnent. On va passer Sahour, qui est pris avant Fajr.
et ensuite la prière automatiquement. Après la prière, automatiquement les enfants restent au sein de la mosquée et ils révisent le Coran. Zana Ouattara, secrétaire général de l'orphelinat, en profite pour égrener les difficultés quotidiennes. On manque un peu de tout, essentiellement le riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, les pâtes de tomates, voilà. Ainsi de suite, tout ce qui rentre dans le cadre de la cuisine en fait. Pour la popote, de façon hebdomadaire, nous pouvons estimer à cela à plus de 60 000 francs. Nous lançons un appel aux âmes sensibles, aux personnes généreuses, parce qu'ils puissent venir nous aider. C'est bientôt l'heure de la prière de 13h30. Il faut faire vite. Les ablutions terminées, la prière est officiée par un adolescent. Une fois la prière accomplie, place à la lecture du Coran. Une occasion pour Mohamed Nourdine, qui a fait office d'imam, de parler des bienfaits de l'orphelinat sur son niveau de connaissance religieuse. L'orphelinat m'a apporté beaucoup de bonheur. Grâce à l'orphelinat, je connais les bases de ma religion. J'ai aussi mémorisé une grande partie du Coran. Pour Souleymane Maïga, ce pensionnaire qui a mémorisé le Coran est Fakodine Adebouali, bachelier. L'orphelinat leur apporte beaucoup. J'ai mémorisé le Coran et quand je suis avec mes frères, je ne me sens pas seul. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Si on est solidaire et puis il n'y a pas de parade entre nous. Les avantages que nous avons dans le mois de Ramadan, surtout au niveau éducatif. Voilà, on arrive à, comme on appelle, à réviser nos cours que nous avons vus durant l'année. Ainsi, au niveau des adorations aussi, il y a de la perfection. Soutenir les orphelins pendant le mois de Ramadan est une recommandation pour tout fidèle qui aspire au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. À la page sport, la 39e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges, s'est tenue le 24 mars dernier à Brazzaville. La rencontre était placée sous le patronat du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Elle a enregistré aussi la présence du ministre ivoirien des Sports, Paulin-Claude Danho, qui a été élu rapporteur général de la Conféges. Les détails de Jean-Sylvain Esso. Jeunesse, sport et loisirs, facteur de relance post-Covid-19 en faveur du développement durable, tel est le thème de la 39e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges, qui a eu lieu à Brazzaville avec 43 délégations venues de plusieurs pays francophones du monde. Au cours de cette conférence, les participants ont apporté plusieurs réformes pour la redynamisation de l'institution, parmi lesquelles l'élection de Hugues Nguelondele, ministre des Sports congolais, et de Paulin-Claude Danho, ministre des Sports ivoiriens, respectivement, en qualité de président et de rapporteur général de la Conféges. Leur mandat court de 2023 à 2025. Cette session nous a permis notamment de revisiter nos tests, de revoir la stratégie, mais surtout de réaffirmer avec force, détermination, que les jeunes de l'espace francophone méritent d'être pris en compte. Nous sommes heureux que cet instrument de coopération bilatérale qu'est la Conféges serve à rassembler l'espace francophone pour prendre en compte le défi très important, celui de préparer l'avenir de la jeunesse en lui offrant des opportunités de création d'emplois, de création d'entreprises, de création de valeurs et surtout consolider aussi cet espace francophone qui est un espace de partage de valeurs et de culture. Les 40e et 41e éditions de la Conféges auront lieu respectivement au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et puis nous vous le disions en titre, hors de chez nous au Burkina Faso, selon un décret présidentiel transmis dans la soirée du vendredi 31 mars, le capitaine Ibrahim Traoré a remplacé le chef d'état-major, général des armées, le colonel-major David Cabré, en poste depuis février 2022, par le colonel-major Célestin Saint-Poré, jusque-là d'État, chef d'état-major adjoint. Et puis l'événement était prévu dans le calendrier de l'ONU, mais il fait couler beaucoup d'encre. La Russie, actuellement enlisée dans un violent conflit en Ukraine, prend ce samedi la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.